Alors, bonjour à tous et bienvenue à Mille et une voix du succès. Aujourd'hui, un épisode intéressant pour vous. On a eu l'honneur de recevoir David Marchand, le directeur de la coopérative de l'Université de Sherbrooke, qui a fait un baccalauréat en philosophie ici à l'UDS également. Comme vous l'aurez remarqué, je suis seul pour cette discussion. Mon collègue est en France et malgré qu'on va essayer de faire la plupart de nos discussions à trois, c'est une dynamique plus intéressante, euh, il y en aura quelques-unes qui seront certainement faites à deux pour les événements imprévus dans le futur. Et donc aujourd'hui, j'ai dû manier un peu les deux caméras. Donc peut-être que ça nuit légèrement à mon investissement plein et entier dans la discussion. Mais à l'avenir, on va faire ça dans un grand plan afin de favoriser une discussion complètement investie et captivante. Les sujets abordés aujourd'hui, très intéressants. On est allé dans le but d'un gestionnaire. Et d'ailleurs, David a utilisé sa phrase « être gestionnaire dans un monde de souffrance ». On l'a décortiqué en profondeur. On a beaucoup fait des rapports entre la philosophie et les questions qui se posent aujourd'hui. On est allé en profondeur dans le domaine de la souffrance, alors son utilité, comment la traverser, notamment celle d'un deuil. Également, la philosophie en général. Donc, on a abordé Nietzsche, on a abordé Paul Ricoeur, certaines citations et, bien évidemment, le but de la vie. Afin de bien s'orienter dans ce parcours mouvementé qu'est la vie, inspirons-nous de ceux l'ayant déjà vécu. Bienvenue, chers amis, à Mille et une voix du succès. Donc, bienvenue, David Marchand, directeur de la coopérative, au podcast Mille et une voix du succès. On est très content de te recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup, je suis content d'être là. Fait que, je pense qu'on commencerait avec une petite question introductive. Parle-nous un peu de toi, parle-nous un peu de ton parcours. C'est quoi les moments déterminants qui t'ont mené ici? Oui, il y en a. Introduis-toi à nous, on va dire. Oui, il y en a certainement plusieurs. Spontanément, je tiens à signifier que j'ai été référé ici par Mathieu Fortin, qui a fait un autre épisode, qui était ton professeur de philosophie. Mathieu Fortin, d'ailleurs, l'épisode 4, si je ne me trompe pas. Un très bon épisode, beaucoup de questions profondes. On a essayé de répondre au sens de la vie, mais je ne sais pas si on a réussi exactement. Toujours essayé, c'est louable. Exact. Et puis, donc, c'est ça. Moi, j'ai étudié avec Mathieu en philosophie. Donc, je suis arrivé de la Rive-Sud de Montréal vers l'âge de 20 ans environ. Puis, j'ai fait le bac. Après ça, j'ai fait la maîtrise. Puis, je suis resté ici. Donc, tu sais, ça, grosso modo, ça ressemble un peu à ça, mon parcours. Ça, c'est la façon très grossière de le nommer, évidemment, parce qu'il y a un luxe de détails sur lequel on ne s'étendra pas de pleine ampleur. Par contre, ce que je peux dire, c'est ça, c'est que mon parcours en philosophie, pendant que j'étais étudiant, je me suis trouvé un emploi de libraire à la librairie Mediapol au centre-ville, donc librairie à caractère religieux, là, il y en a partout dans le monde. Puis après ça, il y a un poste qui s'est ouvert à la coopérative. Je suis devenu libraire ici, puis j'étais encore étudiant à l'époque. Donc, puis voilà, ça va faire une dizaine d'années que j'étais à la coopérative maintenant. Puis je suis rentré comme commis libraire, parce que j'ai fait d'autres postes à l'intérieur. Je me suis occupé de la réception. Puis éventuellement, quand il y a un poste de direction qui s'est libéré, j'ai postulé, puis je l'ai eu. Je connaissais déjà l'essentiel du travail. C'est ça, puis je me demande comment est-ce qu'un étudiant en philosophie, en fait, un étudiant en philosophie, tu sais, moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est ça mène à quoi? Puis comment est-ce qu'un étudiant en philosophie se retrouve intéressé par un job de directeur de la coopérative? Oui, ben écoute, il y a beaucoup de choses là-dedans. Donc, pourquoi étudier en philo? Ben, je pense que c'est parce que naturellement, on est philosophe, on se pose des questions. Souvent, on arrive du cégep, fait qu'il y en a plusieurs qui ont été séduits, je présume, par les cours de philosophie. En tant qu'humain, tu veux dire, on se Oui, pose des questions? exactement. Ah, ok. L'art de la rhétorique aussi, c'est un aspect. Exact. C'est un aspect. L'histoire des idées, ce genre de choses-là. Puis oui, c'est sûr que ça prend un tempérament particulier. Il n'y a pas beaucoup d'offres d'emploi qui sont liées à part peut-être la recherche puis l'enseignement, évidemment. Ouais. Pour la suite, il s'agit d'être débrouillard, c'est-à-dire beaucoup de gens, des personnalités publiques qui ont des histoires, qui ont des études en philosophie, puis on ne le sait pas nécessairement a priori. Je pense que c'est un parcours qui est très formateur au niveau intellectuel, au niveau de la culture générale, puis qu'après ça, tu es outillé pour mieux te déplacer, peu importe un peu dans quel domaine tu vas te déplacer. Tu as un bagage, un mode de réflexion, une distance par rapport aux choses, un panorama qui va t'accompagner pour le reste de ta vie. Fait que voilà, ça fait partie des raisons pour lesquelles je pense que c'est bien que ça reste au programme collégial déjà. Puis, dans cette formation-là,
en philosophie. Quel genre de... Parce que je sais que Mathieu m'a dit qu'un truc qu'il aimait beaucoup de votre dynamique d'amitié à ce moment-là, c'est un peu l'ambiance qui régnait de constamment, pour mettre en question, constamment challenger, et que tu avais des gens qui venaient de l'extérieur qui faisaient partie de cette dynamique-là un petit peu, ils étaient complètement déstabilisés, alors que pour vous, c'était un peu monnaie courante. Fait que, quel genre de questions vous vous posiez? Comment est-ce que ça allait à ces moments-là? Oui, ben en fait, pour décrire un peu justement c'est quoi le tableau, nous, on était des étudiants en philosophie. Donc, on était sur ce mode-là. On était sur le mode de la lecture, la discussion permanente constamment. Fait que évidemment, ça nous mettait dans un état d'esprit en pleine ébullition intellectuelle, en plein grand, le grand éveil, autrement dit, où on passe tous les grands auteurs, on lit les œuvres, on en discute constamment. On a chacun nos points de vue qui se développent, qui ne sont pas statiques. Donc, puis on est plusieurs amis, moi et Mathieu, mais il y a d'autres personnes aussi. Donc oui, ça crée une ébullition, un mouvement. Fait que quand il y a des gens qui viennent de l'extérieur, etc., souvent, il y avait un certain décalage. On savait créer notre microculture, pour ainsi dire, qu'on assumait totalement. Puis bon, on avait chacun un orgueil aussi à travers tout ça, donc ça venait un peu pimenter la dynamique, mais on s'appréciait tellement sur le fond que, je dirais plus que c'était combatif, à quelque part, plus qu'on avait l'impression d'être proche aussi. C'est ça, OK. Donc, c'est un peu comme si vous vous battiez constamment. Il y avait une tension, mais vous vous aimiez pareil. Ah ben oui, absolument. Sinon, on ne serait pas resté là. Puis, tu sais, il y a des choses qui se développaient. Puis, tu sais, la tension, l'aspect combatif, faut pas réduire ça à ça non plus. Il y avait évidemment beaucoup plus que ça. Là, c'est juste un des aspects qui était frappant. Non, parce que les gens étaient moins habitués à ça quand ils arrivaient de l'extérieur, quand on se faisait présenter des choses, du monde ou dans les bars, où est-ce qu'on se retrouvait souvent alentour d'une pinte. Mais ça créait de l'ambiance. Puis on avait un bon humour aussi. Là. Ouais. Donc, voilà. Et pourquoi, en fait, se poser des questions comme ça? À quoi... Parce que je sais que tu as fait un portrait un peu global de à quoi ça sert une formation en philosophie, mais plus particulièrement pour vous autres, là, votre gang, pourquoi... Où était l'utilité de se remettre en question? Parce que, tu sais, c'est très inconfortable faire ça constamment. Ça doit être... Comme tu dis, il y a une tension, il y a toujours... Ouais, ben, poussé un peu dans les deux je pense sens. que... comment dire? Il y a des gens pour qui ça va être plus inconfortable que d'autres. C'est une propension naturelle à remettre les choses en question, à prendre la distance par rapport à toi-même, par rapport aux choses. Ça peut être plus facile. Au sens où moi, naturellement, j'aime voir les choses autrement, j'aime me poser des questions. Oui, des fois, ça peut être à certaines époques de la vie, sur certains sujets, ça va être plus difficile, mais c'est comme ça peut être une tendance naturelle. Autrement dit, la difficulté n'a pas à être plus difficile qu'elle ne l'est. C'est sûr que si tu n'as pas cette propension-là, de te demander de te remettre en question, ça va te demander un plus gros effort. Fait que des gens pour qui c'est plus naturel, d'autres moins. Je pense que c'est l'ordinaire de la question. Ça. Puis aujourd'hui, là, dans ton quotidien, tu es directeur de la coop. Ça ressemble à quoi, en fait, ta routine habituelle? Qu'est-ce que tu fais tous les jours à ce poste-là? Oui, bien, c'est un poste dans lequel, je dirais, comme ma prédécesseur qui était assise sur mon siège avant, elle décrivait comme une boîte à surprise, en fait. Salut Marie-Josée. Donc, je suis forcé de constater après presque 5 ans que c'est plutôt le cas. T'sais, on sait à quelle heure on arrive le matin, on ne sait pas nécessairement à quelle heure on va partir le soir, puis il peut se passer n'importe quoi. C'est un poste de gestion. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il peut y avoir des crises, il peut y avoir des surprises, il peut y avoir quelque chose qui arrive, puis le facteur humain est très, très important dans ce genre de poste-là. Les gens vivent beaucoup de choses, surtout quand on a une grosse équipe, puis les gens se parlent, ils se créent de la culture, mais c'est un sujet en soi, là, la gestion. Fait que moi, mon quotidien, dans ce contexte-là, ressemble à quoi? C'est extrêmement occupé. C'est la coopérative, souvent, les gens, ils ne savent pas trop c'est quoi l'extérieur parce qu'ils vont juste acheter les livres scolaires-là. Mais... Ça, pour moi, c'est une librairie et, si je veux, des stylos aussi. C'est ça. Oui, on a de la papeterie, effectivement. On a des accessoires informatiques. On vend des livres scolaires, mais on a aussi une librairie agréée. Donc, le gouvernement nous donne, dans le fond, un agrément pour avoir le droit de vendre aux institutions publiques. C'est super encadré par la loi.
Ouais. Donc, voilà, on sert ça. On a quelqu'un qui est à temps plein, qui travaille pour nous juste pour ça. Puis, mais au-delà de ça, c'est nous aussi qui s'occupent des vêtements promotionnels, des articles promotionnels à l'effigie de l'université, du verre et art. On s'occupe aussi des commandes pour les assos étudiants, pour tous les projets, etc. Fait qu'il y a ça, il y a cet aspect-là. Ça, c'est ma division à moi, la division librairie. On a une succursale au CHU, fait qu'on s'occupe aussi du matériel médical là-bas, les stéthoscopes aussi. Donc, il y a beaucoup de choses. Puis, depuis quelques années, on s'occupe aussi de la succursale à Longueuil. Ouais. Il y a un campus à Longueuil. Fait que voilà, on est, moi, dans ma division, on a aussi un dépanneur en ce moment que je gère. Moi-même. Donc, je dirais, je me trouve pas inoccupé souvent, là. C'est une job très chargée. Puis tu dirais que une des principales difficultés auxquelles tu fais face, qu'un gestionnaire de quelque chose comme ça va faire face, c'est quoi? Ben, je pense que c'est les postes de gestion en général. Je pense que ça prend beaucoup de self-control, c'est-à-dire être capable de rester calme quand ça brasse, quand il y a de la tempête. Les facteurs humains, l'émotion. Je pense qu'il faut être développer un côté zen. Parce qu'effectivement, on ne sait pas ce qui va arriver. Puis savoir, rester en équilibre dans tout ça, se trouver soi-même, puis se départager aussi de cet univers-là, au sens où des fois, il faut savoir faire preuve de distance par rapport à des choses qui arrivent, tout en restant en état d'empathie. Je ne sais pas comment dire, c'est un peu un paradoxe. Aurais-tu un exemple, en fait, parce que tu as dit il faut savoir rester zen quand ça brasse. Ouais. Qu'est-ce que tu voulais dire par là exactement? Ben, c'est sûr que je ne vois pas nécessairement, ça reste des ressources humaines, il y a un aspect de confidentialité, fait que je ne vais pas te donner d'exemple précis, puis nommer encore moins des gens, mais plus par exemple, nous, la coopérative, comme toute entreprise, on a été largement affecté par le roulement de personnel au cours des dernières années. Ouais, je pense que tout le monde a été affecté par ça, puis c'était extrêmement exigeant en tant que gestionnaire de remplacer chacune des personnes qui partaient, puis des fois, c'est des gens qui avaient 13, 14, 15, 16 ans en arrière de la cravate, des gens qui ont monté leur département, donc avec une somme de connaissances assez extraordinaire. Puis quand j'avais 3-4 personnes temps plein qui s'en allaient en même temps, ben, c'est de rester calme, parce que là, c'est de faire un plan de remplacement, trouver l'employé, dans tout un processus là, d'embauche qui se met. Puis ben, il faut être sûr que la connaissance que la personne avec laquelle elle s'en va, ben, qu'elle ne se perde pas. C'est sûr que en même temps, devoir, on va dire, licencier des gens à cause de, par exemple, quelque chose comme la pandémie, le roulement de personnel, ça ne doit pas être facile non plus. La mise à pied, oui, ça a été difficile, mais comme ça arrivait à tout le monde, il y avait une solidarité collective. C'est difficile, puis la coopérative a fait ce qu'il fallait, a donné le maximum quand même pour appuyer ses employés dans tout ça, là. Fait qu'on on a fait preuve on a sorti des ressources, puis on savait que c'était pour être temporaire aussi, là, on s'imaginait bien. Donc, puis le gouvernement, ben lui aussi a donné un coup de main là-dedans. Fait que je pense que tout le monde s'en est bien sorti. Ça a peut-être même créé une sorte de solidarité en travers tout ça. Fait que non, moi vraiment, je parlais, la difficulté rester zen. Quand que 3-4 personnes importantes dans une entreprise qui s'en va en même temps, ça, je dirais, ça dans les exemples que je peux donner, ça en est un bon, là. OK. Puis, tu as mentionné la phrase, là, je l'ai pris en note parce que j'ai beaucoup aimé. En fait, Mathieu Fortin, il m'a dit, en te parlant, que ta phrase préférée, c'était « gestionnaire dans un monde de souffrance ». Alors, je trouve que c'est un bon moment. Analysons ça en détail. Qu'est-ce que ça veut dire gestionnaire dans un monde de souffrance? Ben, analyser ça en détail, c'est un sujet vaste. Analyser ça en détail, ça prendrait une série, je crois, de 220 podcasts. Alors, précisons-le. Alors, qu'est-ce qu'on analyse? Qu'est-ce qu'on observe? Oui, ben, tu sais, la souffrance, c'est un terme extrêmement large. Hein. D'abord, c'est un thème philosophique important. Fait que, tu sais, je pense que peut-être c'est un aspect qui est moins clair pour beaucoup de gens qui se lancent en gestion ou quoi que ce soit. Mais quand on est dans un milieu humain, ben, on a affaire à des êtres souffrants. Nous-mêmes, on est souffrants. Vivre, être humain, c'est une expérience qui est souffrante à divers degrés. Puis on pourra en parler. Et quand on arrive là, il arrive toujours des situations, des gens qui perdent des gens, des deuils, des maladies, des choses qui arrivent dans leur vie personnelle. Ça peut être des difficultés au travail aussi, d'adaptation, etc. Fait qu'à quelques degrés que ce soit, on a toujours affaire à la souffrance humaine. Puis ça fait partie de ce que c'est. Puis je pense qu'un bon gestionnaire doit être au courant de ça, puis doit bien l'assumer, en fait. Puis, tu sais, le rôle de ça, ben, c'est justement c'est quoi la réponse qu'on peut avoir? Ben, il y a beaucoup de réponses possibles, mais notamment celle de l'empathie, c'est-à-dire
montrer de l'ouverture, puis pas se rigidifier, pas se fermer par rapport à cette réalité-là, puis de garder une espèce de tension, puis tu sais, d'apprendre à vivre avec cette réalité-là au quotidien. Puis de l'empathie, en fait. Mhm. Tu sais, on pense, souvent on utilise des mots, comme par exemple souffrance, c'est un mot très très profond et je suis sûr que en essayant de le définir, ce serait pas aussi simple que ça. Donc prenons le mot empathie. Qu'est-ce que ça veut dire de l'empathie? Comment est-ce qu'une personne peut montrer de l'empathie et qu'est-ce que serait par exemple de la fausse empathie? Oui, c'est un super beau sujet, mais je pense pas qu'on peut évacuer la question de la souffrance a priori parce que, par exemple... On peut la régler en premier ouais, ou ouais, essayer. ben, je pense que c'est important parce que, tu sais, un sujet qui revenait, parce qu'on va parler de Nietzsche plus tard, Ouais. puis chez Mathieu, dans le podcast, dans l'émission que j'ai écoutée, que j'ai trouvé très bonne, souvent, c'est justement la difficulté, l'altérité, la souffrance comme occasion de dépassement. Puis je pense que c'est quelque chose qui est vrai. Je pense que c'est essentiel. Par contre, c'est un sujet qui est beaucoup plus vaste. La question de la souffrance ne va pas se réduire à cet aspect-là. Tu sais, je pense que c'est un point que je voulais mettre de l'avant. Tu sais, il y a même si tu penses que ça prend de l'altérité, de la difficulté pour devenir plus tard, pour se dépasser, à quelque part, il y a des choses que tu ne vas jamais courir après. Tu as des souffrances émotionnelles, la perte d'un parent ou peu importe. Ce genre de choses-là, c'est un peu des souffrances indépassables. Des traumatismes en général, la question du traumatisme. Ouais. C'est quelque chose qui est pas réductible à mon avis, peut-être que je me trompe, à un état de fait de se dire, ben ça fait partie de la vie, il faut passer par-dessus. Ouais. Puis l'empathie, c'est là que ça vient, à mon avis, en ligne de jeu. C'est de se dire, que ça soit ma souffrance ou que ça soit la tienne, tu sais. C'est de se mettre en état pour comprendre ou s'ouvrir, parce que comprendre, c'est pas toujours accessible, là, mais au moins pour s'ouvrir à cette réalité-là. Fait que, c'est que là, tu me poses la question, c'est quoi la vraie, départager la vraie empathie de la fausse empathie? Parce que j'ai l'impression que, tu sais, il y a beaucoup de personnes, moi, la raison que j'ai dit ça, c'est que je pensais à une personne qui m'avait dit qu'elle était très empathique, mais il me semblait que c'était plus une incapacité à voir quelqu'un souffrir. Donc, on va dire un débordement de sympathie ou de pitié ou quelque chose. Elle souffrait en voyant quelqu'un souffrir. Et il me semblait que ce n'était pas exactement de l'empathie. Donc, c'est pour ça que j'ai posé cette question-là. C'est un peu dans cette direction que je m'enlignais, mais réponds-y comme tu... C'est une grosse question. Ouais, ben oui, c'est ça qu'on fait ici. C'est sûr que ça dépend du niveau... si tu as de l'empathie pour une personne puis que tu as déjà vécu la même situation, ça se peut que ça vienne te rechercher à un niveau personnel. Tu sais, déjà. Donc, ça, c'est un facteur à considérer. Mais sinon, comment dire, avoir de l'empathie, c'est pas nécessairement le prendre personnel. Tu peux avoir une ouverture sur l'autre. Oui, il y a une réponse émotionnelle qui vient naturellement avec ça, mais c'est pas, comment dire, si tu le prends comme si ça t'arrivait à toi, c'est un peu plus que de l'empathie. Je dirais que c'est plus de la sympathie. Ça devient intolérable, en fait, pour toi-même. Oui, c'est ça, mais il y a la question, là, on verse dans la question de la sensibilité, en fait, parce que là, tu peux avoir de l'empathie puis sans être hypersensible. Ça peut être ces deux sujets différents. C'est drôle parce que moi, j'imaginerais à première abord que l'empathie requiert la sensibilité, mais j'aimerais que tu me corriges là-dessus. Ça requiert de la sensibilité, c'est un exercice de sensibilité, mais c'est, comment dire, tu peux avoir de l'empathie sans être hyper sensible, c'est ce que je veux dire, au sens où ça te prend de la sensibilité certainement, mais c'est pas, si pour toi ça devient un problème, c'est parce que c'est plus rendu de l'empathie, c'est plus de l'ouverture à l'autre, mais c'est rendu un investissement un peu trop grand dans ces souffrances. De mon point de vue, il y a probablement il y a un facteur, là. Il y a une variable dans cette histoire-là qui n'est pas nommée. On n'en parle pas. Voilà. Mais j'aimerais aussi revenir. J'avais entendu quelque chose par rapport à la souffrance. Et là, j'aimerais savoir comment cette perspective-là résonne avec toi. Faut que je me rappelle. C'était quelque chose comme dans la vie, il y a c'est ça, il y a 3 types de souffrance. Il y a la souffrance qui nous arrive de manière aléatoire, donc perte d'un proche, perte d'un parent, quelque chose qui t'est volé, ou la vie te fait une vacherie, comme dirait Mathieu Fortin. Il y a
la souffrance que tu t'imposes toi-même. Donc, quand tu choisis de, par exemple, travailler fort ou quand tu choisis d'aller faire du sport et que tu sais, ça fait mal. La discipline. Exactement. La discipline, tu te fais pour un but plus grand. Et ensuite, un peu parallèlement à cette deuxième souffrance-là, il y a la souffrance de regretter ne pas avoir eu la discipline, un peu, on va dire. Donc, regretter ne pas avoir construit quelque chose de mieux avec sa vie. Ou Ouais. au sens large. Ça, c'est les catégories dont je me souviens. En quoi est-ce que cette perspective-là résonne avec toi? Oui, puis c'est drôle. Je sais pas si j'ai vu beaucoup de choses passer là-dessus dernièrement. C'est un sujet qui revient. Il y a des choses comme ça, là. Des mimes qui refont surface. Oui, ben, tu sais, je pense qu'effectivement, le fait de manquer de discipline peut générer du regret, pour le dire simplement. Mais, puis, est-ce que c'est les seules catégories, les grandes catégories des types de souffrance? Je me pose la question. C'est certainement des catégories efficaces, là. Les vacheries, ce qu'on a raté par rapport à soi-même, puis la peine qu'on se donne, on pourrait ramener ça à ça. Ben, moi, ça semble très synthétique en ce qui me concerne. Puis en fait, quand je parle, tu sais, la discipline en tant que telle, je veux dire, il y a beaucoup de, on va dire, des gourous qui existent aujourd'hui, ces médias sociaux, qui disent, tu sais, you have to pick yourself up, personne ne vient te sauver, tu dois prendre le contrôle de ta vie, tu dois aller au gym 6 fois semaine, ainsi de suite, sinon tu vas jamais être rien, quelque chose. Mm-hmm. Bon, là, c'est un peu une exagération, mais est-ce que ça, c'est une façon, disons, désirable de vivre sa vie, de vouloir passer toujours par la souffrance qu'on s'impose soi-même et d'éviter à tout prix la souffrance de regretter ne pas avoir fait? Ben, c'est certainement un extrême, hein? Oui, pour le c'est une dire position non nuancée. Nuançons-la, disons. Oui, ben en fait, tu sais, je pense qu'il y a pour avoir eu quelques cours, quelques ouvrages de philosophie en arrière de la cravate, tu sais, je pense qu'il faut faire attention à nos propres réactivités, aux mécanismes de défense. Tu sais, je pense que ça peut être une façon de réagir justement à de la souffrance, de s'en imposer plus. Ah ouais? Oui, tout à fait. Ben, Puis, parlons de ça. Là, ça m'intéresse. Je veux pas, sans vouloir te couper, Ouais. qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est quoi ce mécanisme-là? Quelque chose nous arrive et donc notre réaction, c'est de s'en imposer nous-mêmes? C'est-tu comme pour reprendre le contrôle? Oui, c'est une façon de le dire. C'est une façon qui existe très certainement. Ça peut être des questions qui sont liées à l'estime de soi. C'est des souffrances d'estime de soi qui fait que finalement, ben, on s'auto-flagelle, peu importe quel sens on donne à ça a posteriori, que ça soit le succès justement ou que ça soit d'autres choses. Il y a des gens qui s'automutilent, qui s'imposent leur propre souffrance, etc. Donc, il y a une infinité de cas de figure, des cas d'anorexie, etc. Je ne suis pas un spécialiste de ces questions-là de toute façon, mais pour moi, c'est un cas plutôt clair que c'est une façon de répondre à la souffrance et de s'en imposer davantage. Fait que j'ai pas d'élément de réponse, je ne suis pas un spécialiste de la question, mais mon premier réflexe, ça serait de questionner ça devant ces cas-là. Là. Puis, tu sais, une souffrance particulière qui m'intéresse, moi, c'est que j'avais mis sur la fiche de questions, je voudrais qu'on en parle, c'est, tu sais, les peines d'amour. Mm-hmm. Ça, c'est une souffrance qu'on va tous vivre à un moment dans notre vie, sauf si... Ben, en fait, non, je pense que tout humain inclus peut dire avoir déjà vécu une peine d'amour ou tout humain... En tout cas, c'est un thème central dans l'histoire de la chanson, si on s'entend. C'est ça. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre tête quand on vit ce genre de souffrance-là et comment est-ce qu'on surmonte une peine d'amour? Qu'est-ce qui marche dans nos neurones, et ainsi de suite? Oui. Je ne suis pas un neuropsychiatre, là, mais ça sera pas ma perspective donc, sur la question. Apprendre avec un grain de sel. Tout à fait, absolument. Puis c'est plus une question de témoignage, mais je crois que en fait, c'est des épreuves qui fait que à la base, c'est un sujet là qui est aussi vieux que l'histoire, aussi vaste que les encyclopédies, fait qu'on pourrait en parler longtemps, mais je pense qu'on est des êtres fondamentalement relationnels. T'sais, je pense qu'on est des êtres de relation. Fait que tous ceux qui sont très axés sur le solipsisme, sur le fait que c'est ma victoire, c'est mon succès, c'est ma discipline, etc. Il y a quelque chose qui participe de l'isolement là-dedans. Puis que être en amour, c'est carrément avoir une totale ouverture par rapport à quelqu'un. Quelque chose qui nous dépasse, en fait, qui est une ouverture qui est plus grande que celle dont on n'a pas vraiment le contrôle.
Puis, il y a comme un besoin relationnel extrêmement fort qui se met de l'avant. Puis, quand ce besoin-là, pour X raison, il n'est pas répondu, une histoire qui vire mal, peu importe, je pense que c'est ça qui fait mal. Tu sais. Puis, tu sais, sans vouloir tu sais, verser dans la psychanalyse ou quoi que ce soit, mais on a tous nos modèles aussi, on a toutes tu sais, nos images, etc., qui viennent de loin. Puis, ça vient appuyer un peu sur ce qui était déjà là, sur des besoins fondamentaux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça vient appuyer sur... J'ai pas très bien compris. Sur des besoins fondamentaux. T'sais, quand je dis qu'on est fondamentalement des êtres de relation, mais le type de relation qu'on va chercher, ce qui va nous appeler, souvent, ça va être en lien avec nos vulnérabilités. Mhm. Fait que, c'est sûr que ça vient appuyer sur les vulnérabilités. Parce que l'image, justement, un peu de la masculinité toxique, excusez-moi, de quelqu'un... Ouais, je pense que c'est un bon point de départ de quelqu'un qui, justement, moi, j'ai besoin de personne. Je suis fort, je suis indépendant, etc. Exact. L'homme dans la société moderne, c'est un homme qui se construit lui-même, qui ne pleure jamais, ainsi de suite. Aucune sensibilité, un peu, on pourrait dire. Oui, ben, tu sais, là, on pourrait en discuter, là, au sens où, oui puis non. Là. Je pense qu'il y a une transformation ces dernières décennies de l'image de c'est quoi être un homme. C'est monté de l'avant, c'est monté une question, mais très certainement, il y a ça qui existe encore en ce moment de façon très forte. Puis ce que je veux dire, c'est que cette espèce de truc d'affirmation, d'indépendance, tu sais, qui tend à dire « moi, j'ai pas besoin », puis qui vulnère, dans le fond, qui voit les femmes un peu comme des proies aussi, plutôt que comme des partenaires. Ben, une relation inégale, un peu. Oui, exactement. Mais c'est un peu comme moi, j'ai pas de vulnérabilité. Moi, mon ouverture, tu sais, moi, je suis pas dépendant de personne, donc émotionnellement, c'est moi qui donne les cartes. Donc, j'irais dans ce sens-là, en général, pour montrer de l'avant, tu sais, qu'est-ce qui se passe, en fait, tu sais. Dans le fond, c'est de donner à l'autre sa vulnérabilité. C'est une façon de le dire. Puis, qui nous échappe. C'est pas juste volontaire. C'est quelque chose qui nous échappe. J'aime ça. Donc, ça sort un peu de notre... Ben, c'est peut-être pour ça que ça fait aussi peur. Parce que, tu sais, une peine d'amour, je sais pas c'est comment pour toi, mais personnellement, moi, je trouve que c'est une des souffrances les plus, on va dire, durables. Voulant dire que c'est très irrationnel, ça peut durer des mois et des mois et des mois. Ça peut durer des années, même. Ça peut durer des années même. Il y a des gens qui en vivent pendant 10 ans. Puis, de ce qu'on vient de, on va dire, synthétiser, la raison que c'est tellement difficile, c'est que on enlève un peu notre armure. Ou elle s'enlève elle-même. Elle s'enlève elle-même hors de notre contrôle, ce qui fait encore plus peur. Donc, disons, on se met... on se met à nu et on est entièrement à la merci, pas sous le contrôle, mais un petit peu dans ce sens-là. L'autre personne est la personne qui peut nous faire souffrir le plus dans ce monde. Oui, il y a quelque chose que je pense que c'est bien dit. Par contre, c'est ça. C'est une esquisse. Quand on parle de ces sujets-là, toujours, on pourrait tellement en parler longtemps puis dire des choses différentes. Chacun amènerait son grain de sel sur la question. Mais tu sais, je pense que c'est un peu une définition de base, une perspective de base. Puis après ça, qu'est-ce que tu fais de ça? Tu construis une relation positive avec la personne, si ça fonctionne avec le partenaire. Tu sais, l'état de vulnérabilité va se transformer, tu sais. Exact. Ça sera pas aussi radical comme façon de le dire là, dans le quotidien. Là. Certainement. Et puis, la souffrance, en fait, quand je me pose une question, moi, j'ai adopté une perspective dans ces récentes années. En fait, Charles-Antoine, le collaborateur, il n'est pas là aujourd'hui, mais il partage ça un peu. C'est cette idée que la souffrance est utile, la souffrance nous rend plus forts et c'est quelque chose pas de désirable. Donc, tu ne vas pas, à part quand tu t'imposes une souffrance, aller faire du sport, mais généralement parlant, tu ne vas pas essayer d'aller la chercher de plus, mais quand elle vient, tu vas l'accueillir à bras ouverts. Est-ce une perspective désirable par rapport à la souffrance? Bien, je pense que, encore une fois, c'est un thème qui va revenir en psychologie. Je pense que une des façons justement de sortir de ces traumas, c'est d'apprendre à accepter la souffrance qui était encapsulée souvent dans notre corps. Je suis même assez fan de tout ce qui est psychosomatique. Puis, quand c'est des traumas, c'est un long processus. Puis, effectivement, la guérison implique, en fait, littéralement, de s'ouvrir à cette souffrance-là et non pas de la réprimer. Et c'est des mots qui sont faciles à dire. C'est un processus qui est beaucoup plus long puis ardu puis qui demande justement de la discipline, en fait.
Puis moi, dans mon parcours, au niveau personnel, j'ai une période qui n'est pas terminée non plus, là, mais que j'appelle justement une discipline thérapeutique. Discipline Oui, thérapeutique. dans le fond, c'est la décision ferme à un moment donné de dépasser ses souffrances. Dans le fond, c'est une décision. Puis, donc, de se dire, ben moi, je vais faire ce qu'il faut pour m'en sortir. Puis, ça l'implique de prendre les moyens pour. Tu sais, comme je disais, moi, je suis passé beaucoup par la psychosomatique. Mhm. Puis, donc, s'ouvrir à ce qui est déjà là, à l'intérieur de nous, sentir les effets que ça a sur notre corps, ce genre de choses-là. Puis, bref, essentiellement, c'est ce que j'aurais à dire sur cette question-là. Sentir les effets que ça a sur notre corps. Dans le fond, qu'est-ce que ça prend pour traverser sa souffrance? Parce que j'ai de la difficulté à conceptualiser ce que tu viens de dire, là. Ouais. Ben, en fait, je te donne un cas de figure simplement pour dire que par rapport à la personne dont tu parlais, que pour elle, il faut accueillir la souffrance. Je disais oui, puis c'est peut-être même plus vrai, en fait, que la façon dont il voulait le dire lui-même. OK. Au sens où c'est un exemple extrêmement clair pour faire sortir des traumatismes, pour se délivrer un peu de son passé. Il faut savoir justement l'accueillir, accueillir Faut prendre l'émotion le qui était bon, liée. le mauvais. Oui, tout à fait, exactement. Puis des cas de troubles du développement vont souvent être liés à ça. Mais c'est encore une fois, je le redis, c'est des mots qui sont faciles à dire, mais dans la réalité, puis c'est pas tout le monde qui a la même facilité. Puis là, on parle de résilience, en fait, c'est ce dont il s'agit en ce moment. Puis, tu sais, il y a toute une théorie, Boris Cyrulnik, là, un grand auteur sur la question, qui s'est lui-même inspiré d'autres qui l'avaient précédé, qui ont traité le thème de la résilience. Mais un truc qui revient souvent, justement, c'est pas la résilience, c'est pas quelque chose qui fait que c'est parce que tu es un surhomme que tu es capable de le faire. Soit il y a des conditions de la résilience, des conditions de possibilité qui sont liées à l'environnement social des personnes, à l'encadrement, qui sont liées aux liens que la personne avait dans sa cellule familiale. Tu sais, des études là-dessus qui disent que les enfants qui ont été en contact longtemps avec leur mère au niveau physique, du peau à peau, bien, ils ont beaucoup plus de facilité à sortir à l'échelle de leur vie, de se sortir d'événements traumatiques. Parce qu'il y a eu des conditions de proximité pendant qu'ils étaient les plus vulnérables, qui ont intériorisé, puis auxquelles ils sont capables de se référer devant des souffrances, devant des traumatismes. Tu sais, sans vouloir devenir trop personnel, tu m'as comme, on va dire, allumé un lien dans mon esprit. Je sais qu'on partage quelque chose en commun, la perte d'un parent proche. On n'ira pas trop... Moi, ça me dérange pas d'en parler, ça fait quand même assez longtemps. Ben, c'est ça, mais tu sais, moi, c'est quelque chose qu'on partage, puis ça me parlait quand tu disais que les gens, tu sais, souvent vont dire, ah, ceux qui traversent la souffrance, c'est des surhommes, ils sont forts, tu sais, ils sont... Mais c'est pas, disons, c'est pas aussi clair que ça, j'ai l'impression. Donc, prenons une épreuve comme ça, la perte d'un parent. Comment est-ce que, surtout plus jeune, quelqu'un navigue un événement comme ça, surtout si ça arrive un peu comme un choc? Comment est-ce que quelqu'un surmonte ça? Parce que j'ai l'impression, tu sais, toi, tu es une personne qui a vécu probablement à travers un bien long processus à ce niveau-là et tu l'as probablement analysé en détail surtout. Donc, je serais content d'entendre ta réponse. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est toujours ma réponse à moi. Certainement. Donc, c'est pas celle des autres. Puis ce que moi, je pourrais dire, c'est que il y a des contextes aussi. Tu sais, la personne, le lien, la nature de la relation que tu avais avec cette personne-là, la qualité de sa vie, le sens que cette personne-là avait pour toi. Au moment du décès, comment que toi, tu te sentais? Y a-tu arrivé des choses? Est-ce qu'il y avait plusieurs difficultés simultanées dans ta vie? Est-ce que tu étais déjà désarçonné? Puis ça, il peut y avoir une somme de conditions. Fait que sur le long terme, comment revenir de ça? Je pense que il y a la phrase, la topique là, qu'on entend occasionnellement, un deuil, ça dure à l'échelle d'une vie. Mais, donc, on n'en revient jamais, en fait. Ben, en fait, je pense que c'est une question d'intérioriser beaucoup la relation, le souvenir, puis de faire une force positive avec ce que tu as vécu. Transformer la souffrance comme un événement signifiant. Puis de dire, ben, tu sais, voici, c'est un peu, on parlait du sens de la vie, là. Ouais. C'est quoi, dans les éléments de réponse que je mettrais d'emblée? C'est être là pour les autres, tu sais. C'est-à-dire le deuil que quelqu'un peut vivre par rapport à toi-même. Tu sais, c'est un peu le sens que tu as eu pour cette personne-là. Il y a quelque chose d'une transmission. Puis le sens qu'on a pour les autres est imbriqué dans le sens de notre vie.
Oui, tout à fait, exactement. Puis on vit ensemble, tu sais, on est des êtres de relation. Donc, tu sais, c'est un point culminant, tu sais, la perte de quelqu'un comme ça de très proche, où finalement, peut-être qu'une des réponses possibles au deuil, c'est d'accepter vraiment de recevoir au maximum ce que cette personne-là nous a apporté, tu sais. Je pense que ça fait partie du processus. J'aime beaucoup ta réponse parce que c'est un peu. Là, je suis une personne un peu de citation. Moi, Vas-y. je- j'avais entendu un qu'est-ce qu'un deuil, mais l'amour qui persiste. Et donc, quelqu'un qui avait dit une citation comme ça trouvait ça comme. On pouvait voir le deuil comme étant quelque chose de très beau à un certain point. Et ce que j'aime de ce que tu viens de dire, c'est que ça permet un peu de, on va dire, plus facilement s'ouvrir à tout ce que la personne qui est maintenant perdue nous a apporté et continue de nous apporter dans notre existence. Donc, ce qui est intéressant de ta réponse, c'est que c'est quelque chose de très... À un certain point, il y a beaucoup de positifs qui peut ressortir de cela. Ben, je pense qu'un deuil résolu se passe par quelque chose de cet ordre-là. Tu sais, tous les deuils ne seront pas résolus. Il va en avoir certainement des irrésolus. Mhm. Je pense qu'une piste de réflexion à aborder, c'est justement de dire, ben, tu sais, je suis content d'avoir connu cette personne-là. Tu sais, je reçois ce qu'elle m'a apporté pour de vrai, puis C'est ça. je le fais mien. Tu sais. Voilà. Ben, j'aime beaucoup ça. C'est une perspective très positive. Puis j'aime la réponse, le fait que quand c'est résolu, c'est un sentiment un peu de pouvoir vraiment réaliser ce que cette personne-là a contribué à notre existence et à notre Mhm. développement en tant que tel. Oui, mais tu sais, je pense que même si on parle de deuil résolu, puis pour certaines personnes, ça sera très certainement un paradoxe, mais tu sais, je pense que ça l'évacue pas qu'il peut quand même y avoir un certain sentiment d'incomplétude, tu sais, au sens où la personne, elle va te manquer quand même. Et Tu sais. comment on concilie ça avec vouloir ne pas... Tu sais, on peut pas vivre dans un deuil intense dans la première partie toute notre vie. Donc, comment est-ce qu'on concilie euh, vouloir revoir cette personne-là ou s'ennuyer de la personne, un Mhm. meilleur mot, euh, et tout de même vouloir arriver à un état un peu d'acceptation. Donc, comment est-ce qu'on arrive à concilier ces deux propos qui peuvent sembler contradictoires à la base? Bon, moi, ce que je répondrais, je crois, d'emblée à ça, ça serait quelque chose qui est de l'ordre de... en fait, c'est de rendre hommage à ce que tu ressens pour la personne, en fait. C'est d'arriver à ce que tu ressens pour la personne perdue, de te permettre toi-même d'arriver, de dire, OK, voici vraiment ce que je ressens, puis d'honorer, en fait, simultanément la mémoire de la personne, puis ce que tu ressens pour elle. Puis encore une fois, c'est des mots qui sont faciles à dire, tu sais. Ouais, Et c'est ça, c'est un processus. mais j'aime beaucoup ça. C'est essentiellement de ressentir ce que tu ressens et de surtout en prendre conscience. Mm. Et de cette façon, un petit peu, sans ignorer ce que tu ressens, tu permets de, ben, comme tu as dit très bien, rendre hommage à la personne. Ouais, là, il y a des gros thèmes qui sont liés à ça. Là, on parle de la mortalité, on parle de la finitude. On est en plein, on a les deux pieds dans la philosophie, très certainement. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, puis la mort, de façon générale, que ça soit celle qu'on a rencontrée dans notre parcours ou que ça soit juste des événements fictionnels ou le concept lui-même, tu sais, à mon avis, c'est quelque chose qui vient stimuler de l'empathie générale. Tu sais, l'état de la finitude. Puis, C'était de la finitude. ouais, l'état de finitude qu'on rencontre, puis on vit nos vies au quotidien, puis on ne vit pas nécessairement sous le thème de la finitude. Tu sais, on se lève le On matin, l'ignore un peu, oh, disons. oui, en tout cas, on le gère très certainement. Puis, tu sais, on cherche à se dépasser et tout, mais tu sais, on est une quantité de temps définie. Tu sais, on saura une quantité de temps définie très précise. Puis, tu sais, je pense qu'il faut apprendre à vivre ça. Il faut apprendre à se voir puis à se comprendre sous cet aspect-là pour avoir à la fois de l'empathie pour soi-même puis pour les autres. Tu sais, il n'y a personne qui échappe à ce joug-là. Puis là, bon, regarde, c'est une grosse porte qui vient de s'ouvrir. Ouais. Ben, si tu permets que Oui. j'y pose le pied dans la porte qui vient de s'ouvrir, est-ce que... Quelle est ta relation par rapport à la mort? Et là, je sais, ça fait depuis le début, je te pose quand même des questions difficiles. Ah, il n'y a Donc, pas de problème. mais quelle est ta relation? Ce que je veux dire par là, c'est... Est-ce que est-ce que c'est quelque chose qui te motive? Est-ce que c'est une peur? Comment est-ce que tu perçois la mort et qu'est-ce que tu en tires? Le fait que nous sommes
comme tu as dit si bien, une quantité de temps définie. J'ai aimé ça, ça m'a marqué. Écoute, quelle question, hein? Mathieu serait fier. Oui, tout à fait. Quel effet ça a sur moi en particulier? Essayer d'être honnête puis de répondre absolument de façon transparente par rapport à ça. On ne sait jamais quand est-ce que ça peut arriver. Fait qu'il y a une part d'incertitude. Il y a une part de quelle façon, à quel moment, etc. Mais je pense que de façon générale, la mort, c'est le saut de la finitude. Puis, c'est le fait que ta vie va avoir une forme, puis que tu veux la vivre selon cette forme-là. Puis même si tu la contrôles pas, une chose est sûre, elle aura une forme définie. Il y a quelque chose de rassurant là-dedans aussi. De rassurant dans le concept de la mort. Oui, il y a quelque chose de si tu l'acceptes, il y a quelque chose de... Puis je dis pas que je l'ai accepté. Hein. Je suis pas en train de déclarer ça de façon radicale. Là. Ici, je m'engage à rien. Mais... Tout à prendre avec un grain de sel. On dit ça pour toutes les questions futures. C'est une perspective unique. Hein? Oui, tout à fait. Mais tu sais, je pense que c'est quelque chose que chaque humain, puis ça, c'est quand je parle du lien de la mort et de l'empathie, c'est de comprendre que chaque humain passe par là, puis il vit ces expériences radicales-là, puis ces questionnements, puis c'est à la racine, puis ça taraude un peu la vie de chaque personne. Puis de l'accepter pour soi, ça permet aussi de mieux le voir chez les autres, d'être plus proche de cette réalité-là. C'est la réalité humaine par excellence. Oui, ben oui, c'est la seule question à laquelle on a une réponse réellement. Fait que, juste pour revenir, toutes les questions la question du surhumain, c'est une bonne... On pourrait en parler longtemps, mais tous les gens qui sont des caricatures de cette question-là, qui proposent leur vie, qu'une conception de la force, on pourrait dire quasiment aveugle ou semi-aveugle, peut-être qu'en fait, c'est un refus de s'ouvrir à cette finitude-là. En fait, ça allait être ma prochaine piste. Fait que j'aime ça que tu abordes ça. Dans le fond, je connais des gens qui refusent. J'ai un ami en particulier avec qui on a beaucoup de belles discussions un peu profondes comme ça, et que pour lui, la mort, ça lui cause un tourment incroyable interne. C'est une chose difficile à accepter, cette idée qu'on va s'éteindre, cette idée qu'on n'a aucun contrôle là-dessus. Donc, le fait, et là, ce n'est pas une personne du tout qui ignore ça, mais pour des personnes qui ignoreraient ce concept-là, qui seraient incapables d'y faire face, est-ce qu'il y a un danger à un certain point? Est-ce que ça va nous pourrir la vie? Prenons le concept de surhomme, qui peut-être, dans le contexte spécifique, c'est un refuge de faire face à ce concept de la mort. En quoi est-ce que ça peut nous empoisonner un petit peu? Oui, c'est une très, très grosse question. En fait, si tu permets, je vais peut-être juste reprendre ce qu'on était pour faire un détour pour essayer d'y arriver. Vas-y comme tu le sens. Oui. On est des individus dans une espèce. L'espèce a une variété puis il se diversifie. C'est du pur darwinisme à travers les individus qui se reproduisent. Puis quand je dis qu'on est des êtres de relation, en fait, c'est que l'espèce survit. On ne peut pas survivre par soi-même. On est anthropologiquement, on est des êtres collectifs. Ouais. Puis après ça, de quelle façon est-ce que le surhumain pourrait être une réponse à ça, positive ou négative? Mais premièrement, je pense que de définir c'est quoi qu'on peut entendre par le surhumain, parce que là, on est déjà en train de parler Nietzsche, même si on l'a pas nommé encore. Mais c'est l'idée, en fait, puis il y aura plusieurs perspectives, mais je crois qu'il s'agit effectivement de dépassement. Parce que de comprendre, en fait, la question du surhumain, puis là, on bascule déjà dans Nietzsche, là, à plein pas. Mais pour le comprendre, en fait, il s'agit d'un horizon de sens. Il n'est jamais terminé. C'est toujours quelqu'un en état de dépassement. Ouais. Dépassement, oui, des souffrances, dépassement des limites. Une montagne mène à une autre, mène à une autre. Ça exactement. Puis la seule reptile, c'est une perspective qui peut être absolument décourageante pour quelqu'un qui a une somme mathématique de force finie. On se passe comme un temps limité. Donc, tu sais, la réponse que Nietzsche va apporter par rapport à ça, c'est le grand oui, le oui avec un O majuscule. Volonté de puissance. Oui, tout ça est connecté. Je pense pas que ça va valoir qu'on va avoir le temps ou l'intérêt d'éplucher l'œuvre de Nietzsche, mais
ça pour dire que la réponse peut être authentique à cette question-là, c'est de dire, ben, en fait, tu es une force vitale. Puis ta force vitale doit se déployer au-delà des épreuves, des altérités, des difficultés. C'est son propre. Puis moi, ce que j'aime bien, c'est nous voir, parce que Nietzsche a un mot, il dit on est chacun à soi-même le plus lointain. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça signifie beaucoup de choses, encore une fois. En 10 mots et moins. Non, c'est pas on est chacun à soi-même le plus lointain. Ça peut dire, en fait, que justement, la force vitale qui t'habite est infiniment plus large, océanique, vaste que le moi qui occupe le sommet, qui se représente au-delà de ça. Le corps, les puissances du corps, les puissances de l'inconscient, les biologiques, etc. Ce que tu peux être en général, c'est infiniment plus vaste que l'actualisation précise que tu en es ou la somme de finitude. On parlait de finitude tantôt. Je suis un être fini. Mais... C'est ça, donc on pourrait dire notre forme corporelle, notre état fini est une fraction de réellement le potentiel qu'on met de l'avant. Est-ce que je comprends mal? Ou... Oui, c'est une façon de le dire. En fait, c'était un gros sujet. Ouais. Mais j'essaie de l'aborder de cette façon-là, au sens où c'est comme si la force de la vie, dans sa volonté, dans son désir, avait quelque chose d'infini. OK, ouais. Et puis nous, ben, on est des êtres finis. Donc, certainement, il y a un clash là, qui va se passer. Donc. Puis c'est ça. Puis la question du surhumain, comme horizon, c'est justement de s'ouvrir à cet infini-là à travers notre finitude. OK, mais il faut pas s'y perdre non plus. Oui, il y en a qui s'y perdent, c'est sûr. Mais il n'y a pas de, comment dire, c'est pas prescriptif comme propos. Là. Je suis vraiment juste en train d'essayer de comprendre dans le cadre de notre discussion comment qu'on peut dire puis nommer de façon positive le surhumain sans verser dans la caricature. C'est au sens c'est de s'ouvrir à soi-même, en fait. C'est vraiment de s'ouvrir à soi-même et oui, d'embrasser les difficultés, passées, présentes et futures, très certainement. Mais en même temps, rester connecté à soi, ça avoir de l'empathie envers soi. Basculer dans l'image de soi comme quelqu'un de fort, mais c'est aussi, tu sais, à tout prix, pour ainsi dire. C'est un peu, c'est se couper de soi-même. Ouais. Donc, c'est de rester en équilibre puis en osmose. Puis, c'est pas ça, pour moi, ça se fait pas dans le solipsisme. C'est parce qu'on a intériorisé des relations positives qu'on est capable d'aller chercher, de trouver des ressources à l'intérieur aussi pour dépasser des épreuves qu'on va vivre. OK. Ben, je pense que ça nous fait quand même un beau portrait de ce surhumain-là en tant que tel. J'aimerais aborder une autre citation, évidemment, qui est, je pense, ma préférée de Nietzsche, sans être un expert du tout sur la matière. Moi, j'ai les cours de Mathieu Fortin comme référence, quelques petites lectures. Tu as des très bons cours, ça veut dire. Ah oui, non, excellent d'ailleurs, Mathieu Fortin, si tu écoutes, certainement les meilleurs cours. Je vais dire la citation maintenant. « Quiconque lutte contre des monstres devrait prendre garde dans le combat à ne pas devenir monstre lui-même. Et quant à celui qui scrute le fond de l'abysse le scrute à son tour. » Comment peut-on analyser ça? Quelle est la signification qui se dégage? Oui, bon, ben écoute, moi j'aime bien prendre les choses à brûle pour point, juste rebondir sur ce qu'on disait. Bon, comment qu'on peut comprendre cette citation-là? Simplement, justement, dire, ben si tu as toi-même un océan vaste à explorer puis à découvrir par rapport à toi-même, puis qu'en fait c'est toujours plus vaste que qu'on peut se dire, forcément, on va être en contact avec des choses qui sont peut-être une forme d'altérité à soi-même, des choses qui ne sont pas nécessairement, tu sais, on a surtout chez Nietzsche, où est-ce qu'il parle dans le fond, qui résume l'humain à un composé d'instincts. Ouais. Puis dans ces instincts-là, il y a des instincts animaux, il y a des choses qui sont forcément asociales. Fait que je présume que dans l'exploration de nos abîmes personnels, puis c'est peut-être une façon un peu légère et poétique de le dire, mais qu'on va rencontrer des monstres. Puis ce qu'il conseille, c'est de faire attention à ne pas devenir ces monstres-là qu'on peut rencontrer. Donc, ne pas laisser un peu notre côté, on va dire, animal prendre le dessus, peut-être? Oui, mais honnêtement, je pense que ça serait on peut le dire simplement de même. Je pense que c'est le genre de phrase, de citation qui donne matière à réflexion.
Il n'y a pas Ouais. tellement de sens fini. C'est des choses comme, par exemple, j'ai relu souvent l'œuvre de Nietzsche, là, plusieurs de ses livres, puis à chaque fois que je le relisais, notamment Zarathustra, évidemment, pour moi, il n'y avait pas le même sens. Non, c'est sûr. Puis moi, le sens que j'en tire de cette citation-là, surtout la deuxième partie, quand tu as regardé au fond de l'abîme, c'est comme un peu le processus de confronter justement soi-même. Et dans le processus, c'est un processus qui est incroyablement, on va dire, souffrant. Donc, qui est très taxant parce qu'on doit observer un peu chercher un chemin, on va dire, dans la noirceur, puis nécessairement, ça va se refléter en nous et on va en être affecté à un certain point. Donc, est-ce que c'est un peu une mise en garde ou un passage obligé, en quelque sorte? C'est ça que je me demande, moi. Quand je lis ça, je me demande toujours, est-ce que ça nous dit que c'est une chose nécessaire de devoir traverser un peu Mais c'est une chose nécessaire. L'œuvre de Nietzsche cet s'adresse à abîme? ceux qui veulent bien la lire. Tu sais, Nécessaire à un certain point, on veut s'imposer de la souffrance. ouais. Mais tu sais, je pense qu'il faut quelqu'un qui est sur le chemin de la découverte de soi va nécessairement passer par ce genre de détour-là. Puis c'est des avertissements de tiens-toi le pour dit, probablement, dans le cadre de sa philosophie. Puis courage, encore un coup sur la brèche. Puis au sens où, voilà, il y aura des difficultés, tiens-toi le pour dit. Je le prendrais peut-être, je choisirais peut-être de le prendre avec cette légèreté-là. Puis j'ai écouté un podcast avec, je sais pas si tu connais Lex Friedman, en tout cas c'est un Oui, tout à podcast. fait. Ben, j'imaginais, c'est le genre de podcast qui me semble très intéressant. Et puis il parlait avec notamment, je pense, Jordan Peterson. Mhm. Et Jordan Peterson a proposé une petite complétion de cette citation en rajoutant, donc oui, l'abîme te scrute en retour, mais après un certain moment, tu commences à voir la lumière. Tu Ouais. commences à voir, on va dire, le bout du tunnel où tu commences à voir le chemin pour traverser. Oui, on peut dire ça comme ça, ou tu te transformes. Il ne faut pas oublier que Nietzsche, c'est une philosophie de la transformation. Puis quand tu deviens dans l'étape de transformation, il y a des moments difficiles où tu es encore une larve. Forcément. Puis, Nietzsche, résumé, tout le monde sera des larves à un moment. Hein? non, mais je le dis avec de l'humour certainement, mais c'est ça pour résumer quand il dit qu'il y aura de la lumière, oui, mais c'est peut-être juste le moment que tu t'adviens plus à toi-même, c'est peut-être l'aspect qui va te moins le déranger à ce moment-là. C'est pas une citation, moi, comment dire, dans l'œuvre de Nietzsche qui m'a, tu sais, oui, elle est intéressante, elle a une belle forme, mais c'est pas celle qui m'a le plus impacté. Tu sais. Ben, y en a-tu une en Mhm. particulier qui t'a impacté, que Ouais. tu aimes beaucoup? Parlons-en. En fait, la phrase qui résonne beaucoup, qui synthétise, elle a encore beaucoup moins de mots. Puis c'est une phrase que Nietzsche, en fait, a volée à Pindare, un poète grec de l'Antiquité, puis qui s'est dit simplement « Deviens celui que tu es. Deviens ce que tu es. » Ouais. Alors, ça paraît simple à première vue, deviens ce que tu es, mais je suis sûr que tu vas trouver une façon de nous compliquer ça un peu. Ben, deviens ce que tu es, juste ces mots-là. Comment tu peux devenir ce que tu es déjà? En effet. Donc, si je te pose la question, Ouais. comment devenir ce qu'on est, Mhm. qu'est-ce que ça veut dire? Ben, la façon facile de répondre à cette question-là, c'est de se dire, ben, en fait, c'est d'actualiser ses potentialités. C'est-à-dire de ce dont tu es capable. Assume-le, puis porte-le au jour. Deviens celui que tu es, deviens celui que tu peux être, en fait. Ça reprend un peu ce concept de... Tu sais, la vie étant un océan vaste et limité, Mhm. nous étant un être fini, nous devons tendre vers cet océan le plus possible, s'actualiser. Est-ce que ce lien-là est Tu sais, quelque peu pertinent? on peut le dire de cette façon-là. Je trouverais certainement des gens qui seraient pas d'accord pour le verbaliser comme ça parce que ça donne un petit peu une sauce pop, une sauce de psychologie pop à tout ça. Mais moi, personnellement, je me sens absolument pas mal de le concevoir comme ça. Puis, c'est deviens celui que tu es. C'est, oui, à travers tes souffrances, à travers tout ce qui va te former, qui va te donner forme. Tu sais, assume-toi. Soit pour toi-même, tu sais, quelque chose de positif. Tu sais. Accepte de devenir. Premièrement, accepte de devenir celui que tu vas être. Puis, le chemin pour y arriver aussi. J'aime ça. Tu aimes beaucoup le philosophe Paul Ricoeur. Oui, si je me tout à trompe fait. pas.
Moi, je n'y connais pas grand-chose, donc j'aimerais qu'on l'aborde un petit peu. Qu'est-ce qui te plaît chez ce philosophe? Il est plus récent, c'est sûr. Et pourquoi est-ce que ce philosophe-là t'a marqué en tant que tel? Oui, ben en fait, c'est ça. Moi, d'emblée, je me suis intéressé à beaucoup de philosophes, évidemment, notamment, évidemment, Nietzsche, comme on l'a beaucoup exploré. Puis, ben, Paul Ricoeur, en fait, lui, dans le fond, c'est un écrivain encyclopédique extrêmement important au 20e siècle. Puis, un de ses principaux adversaires philosophiques, c'était Nietzsche. Puis là, Nietzsche était mort, évidemment, à ce moment-là, mais l'œuvre de Nietzsche lui demandait une réponse. Adversaire? Oui, adversaire Et donc, philosophique, il le nomme comme ça. J'ai d'ailleurs fait mon mémoire sur Paul Ricoeur et Nietzsche, en fait, pour essayer de faire une forme de synthèse sur la question. Puis, bon, Nietzsche a été un peu rapatrié a posteriori comme étant un philosophe de l'herméneutique, donc la question de l'interprétation. C'est comme le modus operandi de son œuvre un peu. On est des êtres interprétants, on lit son œuvre, on est toujours dans l'interprétation, on ne dépasse jamais l'interprétation. Puis Paul Ricoeur aussi, c'est un herméneute, on pourrait ainsi dire, auto-déclaré. Puis c'est des philosophies, justement, de l'interprétation. Puis l'une puis l'autre, l'une puis l'autre, ce ne sont pas, comment dire, réductibles. C'est pas, il y a des tensions entre les œuvres qui demandaient à être explorées. Puis pour moi, Paul Ricoeur, c'est lui, justement, qui va être axé beaucoup plus au niveau de l'interprétation sur l'aspect collectif. Puis là, je pense pas qu'on aurait le temps ici de faire une présentation en bonne et due forme. Là, on parle de quelqu'un qui a écrit sur des décennies. ouais. Puis, mais on pourrait dire, tu sais, qu'à la fin de son œuvre, il était rendu assez synthétique, puis il parlait beaucoup de la question de l'identité narrative, puis que le concept d'identité se construit de façon narrative, c'est-à-dire à travers les œuvres de fiction, à travers les œuvres historiques. Puis que c'est par le langage, par les œuvres qu'on trouve les ressources pour se représenter soi-même et donc pour devenir soi-même. On se construit avec la narration. On se dit avec la narration, mais on se construit aussi. La narration, qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le langage, parler, écrire? Oui, ben essentiellement, lui, oui, le langage en général, très certainement. Par exemple, pour lui, c'est quoi l'intérêt d'écrire et de lire des livres, de la fiction notamment? C'est pourquoi on fait ça? C'est-tu juste pour se divertir ou il y a quelque chose de plus? C'est que pour lui, la littérature de fiction, par exemple, c'est des œuvres dans lesquelles il y a des possibilités de vie qui sont mises de l'avant. Puis même quand c'est sourcé sur les réalités biographiques des auteurs, au final, c'est des réservoirs de sens dans lesquels on se réfère pour se comprendre, dans lesquels on explore les possibilités de vie. Puis, cette façon-là d'explorer des possibilités de vie dans le langage partagé à un degré collectif, il y a quelque chose justement de dépasser nos limites. Il y a quelque chose qui me rappelle à Nietzsche dans le fait justement d'une certaine volonté de puissance, mais qui n'est pas de l'ordre du genre, ben, moi je suis capable de bencher 230 livres. Donc c'est pas aussi simple qu'aller au gym et avoir une discipline Puis, pour ça. non, il n'y a rien de mal à aller au gym, c'est quelque chose que j'encourage évidemment. Certainement. Mais c'est peut-être la perspective sur ce que c'est, vivre comme un humain. Est-ce que on se réduit à, on peut pas se réduire à un seul effort. Puis Paul Ricoeur, pour le dire, je suis un peu à court parce que je ne sais pas trop par quel bout le prendre, mais pour moi, il est extrêmement signifiant parce qu'il a donné une réponse, justement, il a donné une perspective ou un éclairage sur, pour moi, sur l'œuvre de Nietzsche, qui le décloîtrait un peu de son mystère. Pas que l'œuvre a perdu du mystère, mais qui amenait justement des éléments de réponse pour dire, OK, il amène quelque chose de plus. Pour moi. Il complète un peu l'œuvre de Nietzsche, en un certain oui, sens. mais lui, il serait à la fois d'accord et pas d'accord. Probablement. Il serait pas d'accord parce que c'est incomplétable. Au sens où, il y a pour le dire simplement, il l'avait baptisé un des maîtres du soupçon. Dans les années 60, il avait identifié quelques grands philosophes, dont Nietzsche, Feuerbach, Marx, comme des maîtres du soupçon, c'est-à-dire ceux qui pratiquent une philosophie qui remettent en cause systématiquement le sens que les symboles ont, notamment. C'est-à-dire qu'il y a toujours quelque chose en arrière des symboles. Puis ce genre de logique-là, qui est celui aussi de la psychanalyse, en fait, questionne, puis le sens du texte est jamais celui qui se présente en premier. Il y a toujours quelque chose en arrière qui parle, il y a toujours du non-dit dans le dit.
Puis, donc, essentiellement, pour lui, d'en rester à ce degré-là, c'est pas suffisant. Pour lui, il y avait une légitimité du mot, du langage. Il y avait un espace de représentation. Puis c'est pour ça aussi qu'au final, dans l'évolution de son œuvre, à la fin, on se retrouve carrément avec des théories de la littérature. Puis qu'est-ce que le sens de la littérature? Pourquoi on fait ça? Pourquoi on lit ça? Puis, bref. Fait que c'est comme, en fait, deux regards qui partent de chacun de bord de la lentille. Ouais. C'est une seule lentille, deux regards qui regardent dans des sens opposés. Ben, c'est intéressant. Je lirai certainement un peu plus sur Paul Ricoeur. Ouais, un de ses ouvrages préférés à titre de recommandation, Soi-même comme un autre. Soi-même comme un autre. Extrêmement riche comme titre quand on y pense. Là, justement, puis là, je ne vais pas repartir là-dessus, mais quand je parlais d'empathie, de se penser soi-même. Puis, bref, je recommande quand même l'exploration de cette œuvre-là. Si j'essaie de nous amener à, disons, un autre sujet, mais probablement, toutes les questions qu'on a s'entrecoupent un petit peu, naturellement, comme dans la philosophie. Je vais prendre avec une autre citation de Nietzsche. Vivre, c'est souffrir. Survivre, c'est trouver un sens à la souffrance. Donc, si je pose la question, c'est quoi le sens à la souffrance? Et plus largement, cette question-là s'imbrique dans quel est le sens de notre existence si on dit que vivre, c'est souffrir? Quelle est un peu la raison derrière toute cette chose? Pourquoi sommes-nous ici? Comment peut-on aborder cette question-là? On y vient. On arrive au point culminant. Je finis toujours par la poser, celle-là. Oui. Ben, en fait, est-ce que ça vaut la peine de se donner la peine? On pourrait le résumer un peu à ça. Qu'est-ce qui ferait que ça vaut la peine de se donner la peine? Ben, je pense que c'est la joie de partager le fait de vivre avec les gens qu'on aime, pour le dire simplement. Il y a beaucoup d'éléments de réponse. Oui. L'expérience. Est-ce que pour toi, l'expérience, le fait d'être là, puis de goûter, puis d'expérimenter le monde, d'expérimenter tes propres sens, de faire des rencontres intéressantes, est-ce que tout ça justifie la souffrance que tu vas rencontrer? Est-ce que la personne que tu vas devenir, est-ce qu'elle va justifier les douleurs les souffrances par lesquelles elle est passée? Moi, je souhaite que oui. Forcément, ce n'est pas toujours le cas. Il y a des destins qui se terminent mal. Il n'y a rien de garanti d'avance. Puis je pense que c'est un thème, en fait, sous-évalué. On en a parlé beaucoup dans le cadre de l'émission, mais je pense qu'en fait, c'est quelque chose qui, au niveau culturel, est mal vécu. Puis je suis tellement content qu'il y ait des gens qui travaillent, par exemple, dans le travail social, ce genre de choses-là, qui accompagnent, des gens qui sont dédiés pour accompagner des gens qui sont en état de souffrance. C'est mal vécu au quotidien? Qu'est-ce que tu veux dire par ça? Je pense qu'il y a quelque chose de tabou dans le thème de la souffrance, simplement. Quelque chose de tabou. Oui, je pense que les gens ne parlent pas librement, ce qui est tout à fait naturel. Je pense que c'est un thème... Quand je dis être gestionnaire dans un monde de souffrance, là, pour moi, c'est pas nécessairement une évidence. Quelqu'un qui va étudier en gestion, il n'y aura pas un cours nécessairement sur la question. La gestion de la souffrance. Pas la gestion de la souffrance au sens médical, mais être gestionnaire dans le sens de la souffrance. Puis alors que c'est forcément un des enjeux majeurs de ce type d'emploi-là, à mon avis. Et tu trouves qu'aujourd'hui, c'est peut-être moins... on va dire, tu as dit c'est un sujet tabou. Disons, c'est quelque chose de moins abordé. C'est quelque chose duquel on... Je dis pas que c'est radicalement tabou partout tout le temps. Non, bien sûr. Je dis qu'il y a souvent des malaises. On ne sait pas toujours comment aborder ça. C'est ça aussi que je mettais de l'avant que l'empathie, pour moi, c'est une qualité d'un bon gestionnaire. Parce que c'est une ouverture, c'est pas une fermeture par rapport à cette thématique qui est omniprésente. Là. Peut-être même la qualité. Peut-être. Donc, si on vient d'aborder un peu En fait, j'ai pensé à une question, puis là, on abordait un peu la vie de tous les jours, la société en général. Et je sais que tu es une personne qui a lu beaucoup dans sa vie. Naturellement, un bac en philosophie, ça ne ment pas. Aujourd'hui, moi, j'ai souvent entendu dire la phrase « les jeunes d'aujourd'hui », par exemple, ma génération ne lisent plus. La génération s'empire, ainsi de suite. Essayons de nuancer cette généralisation-là. Parce que c'est sûr que probablement que les jeunes aujourd'hui ne lisent plus autant de livres, papier, physiquement aujourd'hui. Même là, ça reste encore drôle.
Mais essayons de nuancer ces propos-là. Peut-être c'est une Oui, généralisation moi, c'est complètement sûr que je hâtive. travaille dans une librairie, fait que j'ai une perspective sur la question. C'est sûr que moi, mes employés qui travaillent pour moi, j'ai du monde qui a un appétit livresque qui est absolument phénoménal et puis qui me dépasse. À savoir, en termes de quantité, par un ratio, un pourcentage des jeunes qui lisent, ceux qui lisent pas, j'ai pas la donnée. Une chose est sûre que j'en connais quelques-uns Ouais. qui rattrapent pour les autres, ça c'est officiel. Mais je pense que si on regarde les chiffres de vente du livre, notamment au Québec, on a eu une année record en 2022. On a vendu pour à peu près 677 millions de livres en dollars. Puis au Canada, ça bat le 1,2 milliard, si je ne me trompe pas. Donc, c'est des grosses ventes, puis c'est des ventes qui ont augmenté. La pandémie a fait qu'il y a des gens qui se sont remis à la lecture de façon active. Fait que, quelle part sont des jeunes là-dedans? Honnêtement, je ne sais pas, mais une chose que je peux dire, c'est que c'est pas disparu, c'est sûr. C'est ça. Oui, l'avenue d'Internet. Souvent, là, il y a des générations qui sont nées avec l'Internet. Toi, probablement. Ah oui, Probablement. absolument. Moi, j'étais déjà adolescent quand c'est apparu. Mais des jeunes qui naissent avec des tablettes, peut-être ça va avoir un effet à long terme sur les ventes de livres. Par contre, moi, je dirais pas que c'est quelque chose qui va disparaître. À titre d'exemple, quand le livre électronique est apparu, je pense que c'est fin des années 90, début des années 2000 environ, il y a du monde qui pensait que c'était pour tuer le livre papier. Alors que le livre papier n'est absolument pas disparu. Je regardais les données sur les ventes de livres numériques, puis on n'est pas au quart, là. On n'est pas au quart. Il y a facilement là, 4 à 5 livres papier qui se vendent pour un seul livre numérique, là. En tout cas au niveau canadien. Donc, c'est pas... Des fois, il faut faire attention au sens où les habitudes culturelles sont bien ancrées. L'objet du livre papier est un objet qui est extrêmement signifiant. 50% environ des livres, en tout cas si on remonte à 2018, la vente des livres était des livres scolaires. Fait que ça, le système éducatif n'a pas évacué l'outil pédagogique du livre papier. Donc, les jeunes continuent, dès leur plus jeune âge, quand ils vont à l'école, à avoir des livres entre les mains, à se référer des livres. C'est un objet de confiance. C'est un objet dans lequel ils apprennent à naviguer, ils apprennent à étudier. Donc, après ça, évidemment, c'est quelque chose qui va se perpétuer. Parce que tout au long, tu vas à l'université, il faut que tu achètes tes livres. Tu continues ce que tu as fait quand tu étais jeune. Là, à savoir, est-ce que tu as un intérêt personnel pour la lecture au-delà de ça? Là, la réponse va varier à propos de chacun. Évidemment, il y a des gens qui vont jamais s'acheter un livre de leur vie en dehors de ceux qui ont à l'école. Non, c'est ça. Mais non, je reste optimiste sur c'est plus l'industrie qui se transforme, en fait. C'est pas les lecteurs eux-mêmes, à mon avis. L'industrie se transforme dans quel sens? Ben oui, effectivement, il y a les livres numériques et tout, mais au niveau de la chaîne de distribution, les compétiteurs, les distributeurs se mettent à vendre directement les livres, souvent via leur portail Internet, se mettent à démarcher les professeurs, etc. Fait que les libraires, souvent à cause que les jeunes ont pris l'habitude déjà de commander, comparé aux anciennes générations, c'est beaucoup plus facile pour les jeunes de faire un achat en toute confiance sur Internet. C'est spontané, ils sont habitués de se tourner, ils sont dans le cadre de leur foyer. Puis bon, les distributeurs, les éditeurs ont compris ça. Puis finalement, souvent, en fait, les livres vont souvent être vendus directement par ces plateformes-là plutôt que des librairies traditionnelles. Fait que ça peut créer des tensions dans l'industrie, au sens où est-ce que là, les distributeurs des librairies deviennent simultanément des compétiteurs. Puis là, notamment au niveau du livre scolaire, ils viennent d'avoir une grosse fusion. Les deux premiers gros joueurs ont fusionné, en fait. Fait que ça va représenter facilement 80-90% du marché du livre scolaire au Québec. Wow. Fait que c'est des mutations extrêmement importantes. Donc, c'est un vaste sujet. Mais tout ça pour dire que c'est pas nécessairement les habitudes de lecture qui sont appelées à se radicaliser, que l'industrie, le monde du livre lui-même, là, à se transformer. Et quel rôle joue la lecture en général, au sens large, dans notre vie, dans la vie d'un humain? Quelle importance est-ce que ça prend? Est-ce que c'est important? Et si oui, en quel sens?
Ben, j'ai déjà donné les éléments de réponse tantôt en parlant de Paul Ricoeur, parce que c'est ça, c'est quelqu'un qui a bien thématisé la question, tu sais, philosophie de la littérature. Puis si on va si on va à la Flèche, faculté des lettres et sciences humaines, Ouais. c'est quelqu'un qui est enseigné aussi, c'est pas juste en philo. OK. Puis le sens de la littérature, le sens des livres, le sens de la lecture, ben c'est lui, sa perspective, c'est que ça participe de la construction de soi. OK, c'est ça. C'est un moment, en fait, qu'on passe dans lequel on est en mode, tu sais, quand on lit, on est en mode de pure réception. Oui, Ouais. il y a de la réflexion, oui, on se dit des choses, on fait des liens, évidemment, mais on s'ouvre à une réalité, on s'ouvre à un monde, on s'ouvre au monde du livre duquel on est en train de lire, très certainement. Fait que, de un, ben, ça va développer l'imagination, ça va développer en général la culture générale, ça va développer le rapport au langage, le vocabulaire, ça va développer un paquet de choses. Puis je pense que, tu sais, profondément, ce qu'on fait, c'est qu'on absorbe, c'est un moment de transformation, c'est quelque chose qui va nous modeler, qui va nous orienter dans une direction. Puis on peut lire aussi simplement pour le plaisir de se détendre, de se délasser l'esprit, évidemment. Mais le sens fondamental de la lecture, c'est le sens du symbole. C'est le sens d'apprendre à communiquer. C'est lié au besoin de communiquer. Donc, on lit un petit peu pour se développer en tant que tel et atteindre notre... ben, ça revient un peu à ce qu'on disait, mais sois qui tu es, atteindre qui on est, se découvrir un peu dans un certain sens. Ah ben, moi, je pense que c'est un élément de réponse. C'est pas le seul, mais je pense Certainement que... pas le seul. Puis, tu sais, il existe... Dans toute bonne librairie, il y a un rayon de croissance personnelle. Ouais. C'est pas... Dépendamment des librairies, c'est pas celui qui va se vendre le plus. Dans certaines, oui. Mais il y a des gens qui sont carrément très axés là-dessus. Mais quelqu'un qui va s'acheter, je sais pas, moi, l'œuvre d'Agatha Christie, c'est quelqu'un qui va embarquer dans un monde, qui va embarquer dans une ambiance, qui va embarquer dans un réseau de signifiance, puis qui va vivre le temps de sa lecture à l'intérieur de ce réseau de signifiance-là. Puis il va se développer des habiletés. Puis pourquoi ça l'intéresse? Parce qu'il y a une certaine curiosité, il y a une certaine compatibilité avec cet univers de symboles-là, cette symbolique-là. Puis est-ce que, puis là, après ça, est-ce qu'on décide de comparer des œuvres, le sens des œuvres, ce genre de choses-là? Mais le livre lui-même, il y en a de toutes les sortes, là. Fait que, est-ce que on ne peut pas réduire les livres nécessairement à la croissance personnelle, au développement, mais d'un point de vue général, l'histoire de la littérature, ça participe de quoi? Bien, très certainement d'une espèce de propension anthropologique à partager son expérience du sens. Dans mon mémoire, je parlais de vérité collective. C'est comme on se fait un bassin d'expériences possibles, de réflexion, sous le mode souvent de la fiction, dans lequel on va se projeter, puis on va se comprendre. Tu sais, lire un bon livre, lire un livre marquant. Moi, parmi ceux qui m'ont marqué, ceux de Dostoïevski. Puis, c'est des expériences transformatives. T'sais, après, quand on a lu un livre qui est venu vraiment nous chercher profond, ça vient un peu modifier la structure émotionnelle de qui on est. Donc, une fois de plus, le changement intérieur qui provient de cette expérience-là, c'est un peu le... C'est une des potentialités, c'est une des possibilités qui, pour moi, est les plus intéressantes. C'est pas les seules, mais je pense qu'elles sont au titre de celles qu'on doit nommer, là. Puis si je devais, je pense que c'est une belle façon pour clore, si je devais te donner maintenant l'opportunité, évidemment toujours selon toi, pour se développer justement, pour grandir et pour devenir qui on est, quel conseil donnerais-tu aux gens qui écoutent cette conversation, qui se cherchent, qui veulent justement, comme le dit Nietzsche, devenir la personne qu'ils sont censés devenir? Comment peut-on commencer à faire ça? Quel conseil aurais-tu pour ces gens-là? Un conseil unique pour tellement de gens différents, c'est toujours dangereux. Hein? C'est sûr. Je pourrais dire que une fois que c'est parti, ce besoin-là, une fois que c'est ancré en nous, peut-être de pas de l'accepter, au sens où ça va toujours être là, ça va toujours participer de. C'est comme une quête infinie. Cette soif. Ouais, on peut juste, on va la nourrir selon nos disponibilités, selon nos énergies. On va le faire avec plus de joie, avec plus de facilité à certains moments, plus que d'autres. Puis c'est d'être un peu en paix avec les saisons de l'âme, avec ce qui d'accepter que ça va faire partie du développement, puis il n'y aura pas de réponse unique. Puis les réponses qu'on a aujourd'hui, ça ne sera pas celle de demain. Puis on va avoir des perspectives différentes. D'avoir cette espèce d'ouverture-là par rapport à soi-même.
puis qui vient aussi avec une curiosité, sans qui je serai. Que ça soit pas fini. Mais là, je dis ça, c'est ma réponse. Mais j'aime beaucoup ça parce que ça nous permet de clore sur un élément, le grand oui. En un certain sens, prendre la vie dans tous ses sens. Et c'est un truc que je me rappelle, Mathieu avait parlé dans sa discussion, donc là, il va être très content d'entendre ça, mais cette idée que nous mettons notre point d'honneur à toujours être ceux qui disent oui, tu sais. Et c'est un peu ce que tu dis, ben, de la manière que je l'interprète, c'est de prendre l'entièreté de la chose avec une certaine légèreté, mais surtout de l'accepter et de prendre la vie un peu... Oui. Puis accepter qu'il y aura des périodes de jachère dans tout ça. Des périodes de jachère. Oui. Hein? Au sens où d'être en manie, en fait, sur son développement personnel, puis d'avoir une espèce d'approche un peu maniaque par rapport à soi-même à long terme, c'est pas sain. C'est peut-être que dans ce genre d'attitude-là, on s'éloigne plus de qui on est fondamentalement, qu'on s'en rapproche, alors que des périodes de tranquillité, du recueillement, de l'isolement. Tu sais, les gens font ça, ils vont dans le bois, ils se louent un chalet, etc. Des retraites, c'est des façons de se trouver aussi. C'est pas juste dans l'action, c'est pas juste dans le dépassement. Des fois, le fait de prendre un temps pour soi, c'est ça qui peut être déterminant. Accepter le fait que ce sera pas justement une ligne plane, qu'il y aura des périodes de déséquilibre et ainsi de suite. Oui, mais que ça fait partie de l'équation, ça. L'accepter immédiatement, puis d'être curieux par rapport à ces étapes-là qui sont à venir. De toujours en vouloir plus, à un certain sens. Oui, mais un peu moins. C'est aussi ce que j'ai dit. Oui, c'est ça. Savoir balancer. Au sens où il y aura des saisons de l'âme. Tu les connais pas encore, mais quand elles seront là, sache les accueillir. Parfait. Ben écoute, merci beaucoup, David Marchand. Ce fut une excellente discussion. Merci à toi, Paul. C'était un plaisir. Alors, merci d'avoir écouté. J'espère que la discussion vous a plu, malgré mes multiples maniements des caméras. À l'avenir, ça va s'améliorer. D'ailleurs, ce sera pour les discussions à deux juste un grand plan. Donc, il ne devrait pas y avoir de problème. Alors, la discussion, mon point fort personnellement, j'ai senti, et d'ailleurs, David m'a dit également, un changement d'énergie quand on a parlé un peu du deuil. J'ai trouvé que c'était une très belle analyse en profondeur de la souffrance spécifique qu'est de perdre un être qui nous est proche et exactement comment nous pouvons tenter de surmonter cette souffrance-là. Alors, ça demeure mon point marquant dans cette discussion. Merci d'avoir écouté et comme d'habitude, si vous avez des idées d'invités, des suggestions, des commentaires, écrivez-nous à milleunvoixdusuccès.ca. Allez vous abonner sur nos différents réseaux. C'est un grand plaisir que nous faisons ce podcast et ça nous fait grand plaisir de savoir que nos auditeurs apprécient également. Alors, merci d'avoir écouté une fois de plus.